Bienvenue à l'épisode collaboratif entre Polysécure et Cybercitoyen. C'est le 10e quand même. Nous avons un certain degré de persistance. Je suis avec Sam et Catherine. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Ça va très bien. Commençons avec un sujet intéressant au niveau de la propagation des ransomware. Le Nevada a été touché parce qu'un employé aurait cliqué sur une publicité malveillante. Donc, Catherine, je te laisse commencer avec ça. Parfait. Donc, c'est quelque chose qu'on voit quand même régulièrement souvent, de genre de faux sites qui vont cloner un site légitime et un peu le truquer, là, dans le fond, se positionner en premier dans nos résultats de recherche à travers des publicités payantes. On le sait généralement sur Google, les 3-4 premiers liens qui sont au-dessus, là, c'est des compagnies qui ont payé pour être là. Donc, il y a quand même un système, en théorie, il devrait avoir des barèmes de protection, mais il y a quand même des compagnies qui réussissent à se glisser là, avec ça. Puis dans ce cas-là précis, et ben justement, cet employé-là qui cherchait un logiciel là, très standard, très conforme, s'est retrouvé sur un site malicieux et en téléchargeant le logiciel qu'il croyait légitime sur ce qu'il croyait être le site officiel, comme c'était le premier lien, a malheureusement téléchargé un malware sur son ordinateur de travail et ça l'a mené à une rançon logicielle. De mémoire, le Nevada n'a pas payé la rançon et ont pu restaurer leurs données là, parce que props à l'équipe de sécurité ont fait leur travail. Mais ça nous mène en fait à un article que j'ai lu que justement un expert en cybersécurité faisait un peu le statement que peut-être que on parle beaucoup des mots de passe en cybersécurité, on parle beaucoup d'authentification de plusieurs facteurs, mais peut-être que d'avoir un ad blocker, c'est en fait devenu un outil de cybersécurité important. Je sais qu'on en parle beaucoup souvent dans un angle de vie privée, mais c'est intéressant de voir du point de vue là, plus sécurité typique, où est-ce que ça peut nous protéger en fait de cliquer sur ces liens malicieux-là. On a souvent discuté là, dans d'autres balados, entre autres avec Sam, là, c'est ces genres de faux liens de referral là, qui nous mènent à des faux sites d'investissement ou des faux sites qui vendent des pilules douteuses. Tout ça, en fait, c'est des situations qui seraient évitées si on avait juste un ad blocker sur notre furteur d'installer. Donc, c'était définitivement intéressant. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment ça, se faire suggérer des choses là, à travers les réseaux sociaux, mais au final, c'est ce que justement le peu de bénéfices qu'on a vaut la peine versus le niveau de protection qu'on aurait. Je trouve ça particulièrement intéressant. Puis, je dis ça en tant que personne qui s'est déjà retrouvée là, par accident sur ce genre de site-là, en magasinant où est-ce que je tape le nom de mon magasin de vêtements préféré. Je clique sur le premier lien qui sort, parfait. Puis en furetant, en ajoutant mes petits chandails là, sur mon panier, je me rends compte, il me semble que le site file un peu. Puis justement, pour me rendre compte, oh my God, il y a quelqu'un qui avait acheté un nom de domaine qui ressemblait énormément. Puis on peut masquer le nom de domaine, on s'entend là, sur des publicités. Puis avait complètement cloné le site web de la compagnie, qui est une compagnie de vêtements canadienne, pour éventuellement inciter les gens à faire des achats. Puis il y avait rien qui semblait bizarre jusqu'au check-in. Nécessairement, là, où est-ce que tu achètes les choses, tu rentres ton numéro de carte de crédit, tu as ta commande, puis j'assume que la commande serait jamais arrivée, puis que le point, c'est d'aller collecter justement des informations de paiement. Fait qu'encore une fois, le genre de situation qui aurait pu être évité avec un adblock. Donc, je trouvais ça intéressant comme angle au niveau protection. Ouais, parce que moi, on est à la frontière de la cyber et de la privacy. Puis ces frontières-là sont en train de s'effacer tranquillement parce que les malveillants ont compris depuis longtemps ces éléments-là, plus vite que les bons, malheureusement. On voit souvent ces éléments-là arriver. Moi, dans un cas, moi, c'était pas un site d'achat, c'était littéralement Desjardins j'ai fait un typo à un moment donné et j'ai tombé sur un site qui ressemblait. Le problème de ça, puis dans le cas où j'avais, c'est comme tu es rentré sur un site, il est enregistré dans l'historique de mon navigateur. Et quand je retapais, systématiquement, c'était sur le site malicieux que je tombais. Puis je devais recorriger parce que je m'en étais rendu compte. Puis là, finalement, j'ai fini par effacer mon historique parce que là, j'étais un peu tanné de devoir faire l'erreur à toutes les fois. Parce qu'on est habitué de taper juste les 3 premières lettres puis faire Enter. Et ces réflexes de rapidité-là me menaient tout le temps sur le mauvais site. Fait que oui, ces éléments-là, puis c'est la frontière entre les deux, puis je sais pas comment l'aborder, puis finalement,
moi, je l'inclus dans mon univers, même si la privacy n'est pas nécessairement mon cheval de bataille premier. Mais dans les faits, mes actions de cyber viennent avoir un effet positif sur le privacy. Si on prend l'exemple que tu mentionnes, sur mon ordinateur, sur mes ordinateurs que j'utilise, j'ai un logiciel. C'est pas un ad blocker per se, là, comme on pourrait voir comme ad quelque chose qu'il y avait. En tout cas, bref, ce qui est vraiment dans le navigateur qui vient bloquer ces éléments-là. Moi, je joue au niveau DNS, c'est-à-dire que tous les noms de domaines reconnus comme étant des sites publicitaires sont littéralement bloqués. Ça, c'est sur mes ordinateurs. Plus dans mon réseau domestique, pour les autres habitants de ma demeure, pour éviter qu'ils tombent dans des pièges comme ça, j'ai un firewall qui sert de serveur DNS dans lequel il y a des listes connues de sites d'éléments comme ça, qui justement vient les limiter. Bon, j'ai eu quelques récriminations parce que certains sites fonctionnent moins bien quand on met ces choses-là en place. Par ailleurs, 90% des sites sont beaucoup plus rapides, tout va bien, il y a moins de cochonneries, c'est plus facile à naviguer. Il y a même certains sites que je consulte qui ont des informations impertinentes, qui ont tellement de pubs, quand ça, c'est pas activé, que c'est désagréable. Tu actives ça, puis les sites deviennent consommables pour un humain, finalement. La plupart des sites de nouvelles, c'est rendu un peu comme ça, là, où est-ce que c'est rendu l'enfer de juste voir la nouvelle parce qu'il y a des blocs de publicité partout autour, définitivement. Puis c'est intéressant que tu parles justement qu'il y a comme une ligne un peu grise entre vie privée puis cybersécurité dans ce cas-ci, parce que j'ai immédiatement deux cas qui me viennent en tête où est-ce qu'un a un impact sur l'autre. Par exemple, des informations. On le sait que les nouvelles sont bloquées sur Facebook au Canada. Ce qui fait que la seule genre de nouvelles qu'on peut voir maintenant, c'est des fausses nouvelles provenant de sites qui se servent du système de publicité. Donc, en les bloquant, on s'expose à potentiellement moins de désinformation. Ça, je pense que c'est une des situations où est-ce que vie privée et cybersécurité sont très proches. La deuxième, c'est qu'on sait qu'il y a un data broker, puis on va en parler plus tard dans l'émission, qui avait vendu à une liste de fraudeurs, à une compagnie de fraudeurs, une liste qui s'appelait Aînés vulnérables, essentiellement. Et la compagnie de fraudeurs s'était servie de cette liste-là, qui avait été capturée avec les données privées pour commettre des fraudes en ligne auprès de gens qui étaient un peu préqualifiés comme étant vulnérables, ce qui est complètement horrifiant. Fait que, tu sais, pour moi, ce genre de prendre le temps de dire non, ne prenez pas mes cookies personnels et non essentiels, de mettre des ad blockers, c'est définitivement une façon de se protéger, puis potentiellement, comme tu dis, de protéger ta famille également, de faire des oopsies qui pourraient potentiellement mener à des attaques plus sérieuses. Oui, puis c'est assez. Ouais, vas-y, Sam. Non, ça, je voulais faire du pouce. On parlait tantôt de. Tu sais qu'on avait déjà parlé de Meta, Facebook, Instagram, etc., qui posait beaucoup de pubs pour des fraudes. Il y a un article qui est sorti cette semaine d'ailleurs, que j'avais complètement oublié, mais ça, c'est Reuters qui ont sorti ça, où ils ont eu accès à des documents internes de Meta, où la compagnie disait qu'ils projetaient qu'en 2024, là, c'était 10% de leurs revenus qui allaient provenir de publicité de fraude. Et qu'il y avait un autre document là, qui montrait que c'était comme à peu près 7 milliards en revenus annuels qui s'attendaient à recevoir de la part de pubs qui savaient de la fraude ou qui avaient des hautes probabilités d'être de la fraude. Fait que c'est pas juste qu'il y en a plein, c'est que Meta le sait puis que 10% de son chiffre d'affaires qui vient de là, c'est... Il y a personne qui va vouloir réduire de 10% le chiffre d'affaires de sa compagnie. Là. Fait que c'est rendu là, c'est genre c'est un feature, pas un bug. Là. Beaucoup. Puis c'est pour ça que là, celle-là, puis là aussi, c'est l'autre ligne, puis justement, du travail journalistique de Sam, les médias essaient de monétiser le plus qu'ils peuvent leur contenu. Et de l'autre côté, on essaie de bloquer parce que c'est une invasion à la vie privée. Et là, on voit un Meta qui tire des revenus d'éléments frauduleux, qui incite notamment les gens à se protéger davantage. Donc, à couper la capacité des revenus publicitaires des médias indépendants. On est dans un drôle de regard sur comment les choses se font, comment on monétise les choses, qu'est-ce que les gens veulent payer et à quel point on veut mettre les choses en place. C'est très malaisant comme situation. Et là, parce que, tu sais, je veux pas, moi, je paye mes publications, là, tu sais, je m'abonne à des choses comme ça parce que je trouve que c'est la façon la plus facile parce que j'ai pas de pub, j'en veux pas, puis j'ai bloqué. Fait que, tu sais, je veux pas que les médias soient pénalisés. Je mets mon argent réellement à la bonne place, puis je veux pas être inondé de pub. Ça, c'est ma stratégie. Il y a
pas tant de gens que ça qui sont dans cette stratégie-là. Donc, on est comme dans un drôle d'univers. Peut-être une rééducation à faire aussi au niveau des gens, de dire, OK, c'est pas gratuit le travail des journalistes. Puis, meilleur il est, plus c'est coûteux. Ça prend du temps. Puis on va le voir plus tard parce que justement, le deuxième sujet est un beau travail d'enquête journalistique qui est coûteux en termes de temps et d'énergie de ces gens-là. Puis il faut qu'ils mangent, ces gens-là. Fait que, d'arriver comme ça, fait que bloquer, oui, parce qu'on ne veut pas avoir ces publicités-là. Oui, on ne veut pas avoir les éléments frauduleux. Puis c'est encore d'autant plus terrible que le Meta le sait. Tous ces gens-là, c'est des revenus, ils se ferment les yeux, c'est de l'argent, ils sont contents. Ça paye le jet privé, ça paye la vie. Oui, ils vont en bloquer une partie, mais régler le problème à la source, c'est pas intéressant. Là. Mais qu'est-ce que j'aurais une question sur ton point de vue en tant que journaliste, Sam, le concept de si on met des adblockers, veux pas, oui, c'est pertinent pour plein de situations, mais concrètement, il y a beaucoup du travail journalistique qui dépend de ces revenus-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, peut-être pas la meilleure personne à qui poser des questions parce que moi, je travaille pour un média qui a à peu près pas de pub. Donc, nous, on fait pas notre argent avec de la pub. Fait que mettez un adblocker, puis vous verrez pas, je pense, le livre d'éco-société là, qui apparaît de temps en temps. Puis encore, peut-être vous allez le voir pareil parce que on fait pas affaire avec des courtiers de pub. Fait que c'est juste une photo qu'on a rajoutée sur le site. Ça change rien. Donc, fait que oui, c'est sûr que, mais tu sais, moi, je pense que le mieux, c'est de payer un abonnement. Tu sais, ça fait quelques années. Tu sais, je change des fois les médias auxquels je m'abonne. Je paye pas pour tout parce qu'on peut pas payer pour tout. Mais tu sais, Le Monde, par exemple, j'ai un abonnement annuel tout le temps juste parce que pour les nouvelles internationales, c'est celui que je consulte le plus régulièrement. Il y a plusieurs Patreons que je m'abonne parce que, ou Substack, des choses que je me dis, ben, eux, ça vaut la peine. Ils offrent une information de qualité. Tu sais, même, je travaille pour Pivot, puis je paye un abonnement annuel à Pivot. Tu sais, je paye un abonnement à mon employeur. Ben, c'est une coop, là, fait que je suis mon propre employeur. Mais en tout cas, je paye un abonnement pareil parce que je trouve tu te finances toi-même, finalement. Voilà, je finance un peu mon propre salaire. Mais tu sais, je trouve ça important. Ça fait, c'est ça, on s'est comme un peu trop habitué à ce que les nouvelles, c'était gratuit, mais c'est pas gratuit. Il faut que quelqu'un le paye. C'est des choses qui prennent du temps. Si on se ramasse avec, c'est Métro là, qui renaît de ses cendres en disant qu'ils vont faire juste toutes leurs nouvelles avec l'IA, puis que les photos vont être générées par l'IA, puis les articles vont être générés par l'IA. Oui, c'est un autre sujet, on pourra en parler une autre fois, mais ça, c'est comme du journalisme à bas prix, puis je suis pas sûr que ça va faire long feu, là, parce que la qualité sera pas là. Ils vont pas sortir des enquêtes. Oh, ça me rend tellement triste. Non, parce qu'en tant qu'étudiante... Mais le monde change. Tu sais, quand j'étais une pauvre étudiante qui avait pas les revenus, genre, j'allais à l'école, j'attrapais mon petit... Ouais, moi, c'est le journal Voir que je lisais pour ce genre de choses-là. Puis c'est triste. Non. Les temps changent. Oui, c'est effectivement triste. Ça m'a tellement brisé le cœur comme nouvelle. Ça me vient de briser le cœur. Je suis vraiment upset. Désolé. Mais tout ça pour dire, abonnez-vous à un média. Choisissez un média, puis abonnez-vous. Envoyez une, je sais pas, que il y a Wired qui fait de la super couverture. Pivot qui fait des trucs fantastiques. Le Guardian qui nous donne des trucs gratuits, mais qui ont clairement besoin de financement quelque part aussi. Moi, j'en ai une couple. Là. Wired, 404 Media, c'est les deux autres auxquels aussi, parce que Wired, en fait, depuis l'élection de Trump, là, ils font un travail vraiment exceptionnel parce qu'il y a quand même. C'était pas le cas il y a 10 ans, mais tu sais, aujourd'hui, les nouvelles technologiques puis les nouvelles politiques, c'est comme un peu la même chose. Ça, c'est souvent très proche les uns des autres. Considérant que le gouvernement est comme buddy avec les grandes. Ouais, Wired fait partie de ceux que je paye. J'ai des podcasts aussi spécialisés en géopolitique comme Lawfare puis The Deep State que je paye pour écouter les versions complètes et ou les versions, les contenus bonus qu'on n'a pas accès autrement parce que c'est des analystes qui sont de très haut niveau, très intéressants et qui amènent un regard qu'on n'a pas normalement dans les médias gratuits. Fait que c'est super intéressant. Ça, je les aime beaucoup. Puis il y en a plusieurs autres aussi, un peu comme Sam, que je paye à travers. Alors, dans une portée, tu sais, j'ai pas des millions à donner quand même, mais j'en donne quand même assez pour justifier le travail de qualité que je rencontre. Puis ça, bref,
pour ce volet-là des choses. Mais bon, tu allais dire? Je veux dire, puis sinon, il faut se trouver des amis qui ont des comptes qui peuvent vous partager des articles gratuits. Parce que ça fait partie des... Mais c'est drôle parce que j'ai la bibliothèque aussi, hein. Oui, la bibliothèque, true. La BANQ, là, je veux dire, il y a plein de médias en ligne qui sont disponibles là. Tu sais, par exemple, que souvent je veux lire les articles, mais ça coûte une fortune. D'ailleurs, si vous voulez nous faire un cadeau à Supercitoyen, payez-nous un abonnement au Financial Times. C'est vraiment cher. Noël approche. Mais c'est ça. Mais par exemple, ça, à la Bibliothèque Archi-Nationale, tu as accès en ligne. Tu as accès à Mediapart, tu as accès au Monde, tu as accès à des tonnes de revues et tout ça. Là. Fait que, il y aurait moyen d'y avoir accès gratuitement aussi. Mais ça, c'est un point d'un que point de vue social. Les bibliothèques, c'est un bon moment pour les supporter définitivement. Puis même si vous y allez pas, souvent, d'avoir cette carte de bibliothèque, ça l'aide des gens en partant. Parce que c'est important que les gens aient leur carte. Ouais, ça change un peu le verre. On va juste reboucler sur l'initiation du sujet, parce qu'on est vraiment allé dans d'autres choses, mais qui est ultra pertinent. Puis je pense qu'on a des sujets de société à voir là-dessus. Pour ceux qui veulent des solutions moins technologiques que d'installer un firewall à la maison ou d'avoir des filtres spécialisés comme j'ai sur mon ordinateur, Quad9 est un site de DNS dans lequel ils ont un certain degré de filtres qui sont disponibles. C'est gratuit. Ça, c'est international. C'est en Suisse, si je me trompe pas. Fait que c'est un consortium, ça, puis c'est un filtre de pas super haute qualité, mais quand même un minimum. Fait que ça va vous protéger des sites malicieux. Au Canada, on a Syrah qui existe. Vous pouvez le Canadian Shield, je pense, quelque chose comme ça qu'ils appellent ça, qui est aussi une autre stratégie que vous pouvez utiliser, que vous pouvez mettre le niveau, il est un peu supérieur à Quad9 tant qu'à moi, parce qu'il nous va un peu plus loin. Puis j'avais enregistré un podcast avec des gens du CCC qui alimentent le Syrah justement avec les menaces. Fait qu'on est déjà quand même dans une zone intéressante. Et en Europe, je sais que la Belgique, j'ai parlé avec le directeur général du CCB, qui eux autres, c'est même pas du opt-in, c'est du opt-out. Fait qu'eux autres, leur service de DNS qui bloque les sites malicieux et les force à tout le monde, à moins que tu ne veuilles pas l'avoir. Donc, c'est la stratégie qu'eux ont pris pour réduire le niveau de menaces comme on vit là. Et selon les études, mais selon ce qui m'avait été mentionné, ils disaient que par rapport aux autres pays européens, ils étaient avantagés au niveau des fraudes. Ces éléments-là, il y avait un plus faible niveau en Belgique qu'il y avait ailleurs dans l'Union européenne. Pour les gens qui s'intéressent à ce chose-là, pour justement éviter ce qui est arrivé au Nevada, malheureusement, ces éléments-là, accessibles, gratuits à la maison, c'est des chemins qui peuvent être pris. Je vais basculer vers le deuxième sujet parce qu'on l'a comme un peu effleuré volontairement. L'étude des data brokers par un consortium de journalistes. Puis c'est très intéressant parce que quand on a l'impression que les téléphones nous écoutent, dans le réel, les téléphones nous écoutent pas vraiment. Mais c'est tout le contenu des données dans les data brokers qui amène cette capacité-là. Puis là, le fait qu'on ait enfin un regard d'enquête journalistique qui a coûté de l'argent. Il faut payer justement pour faire le lien. C'est très intéressant. Fait que Sam, je vais te laisser nous discuter de ça. Donc, c'est ça. C'est une enquête là, qui porte le titre des Data Broker Files. Donc, c'est une étude qui a été publiée la semaine dernière par plusieurs médias, fait qu'il y a un regroupement de différents médias, dont par exemple l'Écho en Belgique, t'as Le Monde en France, t'as un journal en Suisse et t'as un site spécialisé là, qui s'appelle Netzpolitik, qui est un site allemand. Que grâce à la magie de Google Translate, là, j'ai pu quand même lire certains de leurs articles dans un anglais approximatif. Donc, en gros, ils se sont vraiment concentrés sur les données de géolocalisation et ils se sont fait passer pour une compagnie de marketing qui voulait acheter des données de géolocalisation de data broker. Fait qu'ils ont approché ces compagnies-là, puis ils se sont fait donner gratuitement des données, un genre d'échantillon, un genre de petit sample pack, là, un petit goûter. Et ils ont ramassé, le chiffre est un peu hallucinant, là. Laissez-moi le trouver. On parle de milliards de points de données. 13 milliards de
points de données de localisation. Et c'était comme séparé par pays, fait que là, différentes équipes journalistiques ont travaillé sur certaines parties. Et dans Le Monde et l'Écho, on a les données qui ont récolté sur la Belgique. Puis d'ailleurs, si vous allez voir sur le site de l'Écho, je mettrai les liens là, dans les show notes de Sébastien, parce que visuellement, c'est vraiment hot. Là. J'aime bien les articles de journalisme de données. Puis eux ont vraiment, leur visualisation sur le site sont vraiment, vraiment bien faits. Puis ils sont capables de tracer la localisation des téléphones et donc de suivre à la trace une personne. La premier exemple qu'ils donnent, c'est la personne qu'on voit son téléphone à sa maison. On voit le téléphone qui s'en va déposer les enfants à la garderie. On voit le téléphone qui s'en va au travail. Après le travail, on voit le téléphone s'en aller au gym puis revenir à la maison le soir. Ils ont réussi avec ces données-là finalement à identifier et désanonymiser un certain nombre de personnes qui travaillent. Vu que c'est en Belgique, à Bruxelles, ben, tu as les quartiers généraux de l'OTAN, tu as l'Union européenne, tu as le Parlement européen, tu as beaucoup d'instances internationales. Donc là, ils montraient vraiment les risques aussi, même en termes de sécurité nationale, de dire, ben, telle personne qui travaille dans telle centrale nucléaire, ben, je vois où elle habite. Je peux la suivre et je sais où elle va au gym. Si elle arrête au bordel en chemin, ben je le sais où elle arrête au bordel en chemin. On sait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec des données qui sont censées être anonymes. Dans l'article de l'Écho, il y a une citation où la personne qui se fait passer là, pour l'acheteur demande au vendeur, c'est-tu légal ça? Puis il se fait répondre, ben oui, les gens ils ont consenti, ils ont cliqué, j'accepte. Donc c'est légal, il n'y a pas de problème. Puis là, il dit, oui, mais c'est-tu anonyme? Puis la personne dit oui, et avec un grand sourire, mais pas vraiment. Donc, on voit que c'est ça. Qu'avec assez de points de données, tu es capable de retracer avec 4 points de données. Là. Point de géolocalisation, de mémoire, c'est 4 points de données que ça prend pour désanonymiser. OK, ben pour tout le monde, pour les auditeurs, définissez point de données dans le contexte, justement, pour qu'on comprenne ce que vous mentionnez, parce que... une profession, une adresse courriel, une couleur de cheveux, c'est comme n'importe quelle donnée, comme n'importe quelle information. Fait que ça peut être ton numéro de téléphone, ça peut être un courriel, ça peut être une profession, ça peut être un lieu de travail, ça peut être le nom de ton chien. Puis, mais mettons, quand c'est des données de mémoire, là, des données random, de plusieurs catégories, genre sociaux, des mots, blablabla, ça peut aller jusqu'à une quinzaine de points. Puis, mettons que t'es pas chanceux sur la qualité des points de données, ça peut en prendre une quinzaine. Mais d'habitude, à une quinzaine de points de données, pas mal tout le monde peut être désanonymisé. Location. C'est tout ce qui est géolocalisé. 4 points seulement, tout le monde est désanonymisé. Fait que ça serait, mettons, le point de lieu de travail, le point de garderie, ton docteur. Puis comme, je vais pas mettre la maison parce que la maison, c'est comme trop évident, mais en même temps, ton gym. Avec ces 4 points-là, je serais capable de comme éliminer assez, genre, pour trouver t'es qui exactement. Mais c'est pas sans rappeler que Tim Hortons a été blâmé pendant le confinement d'ailleurs, de tracer ses clients avec son application et de sortir ce genre d'informations. Imaginez, là, on a un Tim Hortons qui a une application locale, pur canadien, avec du bon café, tout dépendant de ce qu'on définit le bon café, et arrive avec ça, et avait même sorti des statistiques, mais dans le fait, puis c'est Catherine, de ton background en marketing, il voulait juste tracer à quel point les gens allaient chez les compétiteurs. C'est un peu ça l'objectif-ish qui était en arrière de ça. Mais il savait où tu restais parce que l'endroit où tu dors, parce que quand tu passes la nuit à une place, je présume, tu peux même savoir tu t'en mets pas à la maison. Donc, si tu as une maîtresse ou tu as un amant, ton travail. C'était un peu plus difficile dans le confinement parce que le travail était à la même place que ton lieu de sommeil. Mais quand même, mais l'erreur si tu passais à côté d'un McDo, d'un Dunkin', d'un Starbucks, c'était localisé. Ils savaient là, que t'étais un traître, tu es allé chez Starbucks. Il n'y a absolument rien qui me surprend de ça, mais Waze fait ça depuis des années. Puis l'erreur que Tim Hortons ont faite, c'est de juste pas acheter les données via Waze puis d'essayer de les collecter eux autres mêmes. Mais c'est comme l'application Waze peut ça, comme à l'époque. Pas Waze, c'est quoi? C'est une de ces applications de navigation. On pouvait savoir quand tu étais comme en retard sur ton itinéraire de travail. Puis tu pouvais pousser des publicités spécifiques en mode tu t'es déjà en retard, fais juste arrêter là à la place, puis ramasser un petit café ou un petit déjeuner. Il me semble que c'est Waze qui rajoute, mais Waze, c'est Google, hein? Maintenant, oui, mais à l'époque, c'était même pas Google. Là.
c'est un vieux cas, là. Mais l'application pouvait prédéterminer cette personne est déjà en retard, puis de suggérer d'ajouter un arrêt. Anyway, t'es en retard, prends-toi un café. Fait que, tu sais, ce genre de truc d'analyse de points-là, de quand est-ce que t'es... Tu sais, comme, je suis sûre que ça aurait pu être achetable. L'erreur de Tim Hortons, c'était de vouloir les générer eux-mêmes. Mais ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'il explique aussi un peu comment ces données-là sont générées. Puis il y a comme plusieurs méthodes. Puis c'est quand même assez fascinant parce que tu as une partie que c'est l'application elle-même. Tu sais, comme l'application de Tim Hortons, elle, tu sais, tu y avais dit oui, je suis d'accord, je consens à ce que tu prends mes données de localisation. Des fois, c'est la personne qui programme ou qui fait cette application, genre le petit jeu niaiseux que tu joues dans le métro là, en t'en allant au travail, ben elle a utilisé du code de quelqu'un d'autre. Elle va utiliser un code pour, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, là, mais disons pour rajouter de la musique ou rajouter le système de pointage. Au lieu de recoder tout le système de pointage, elle en prend un déjà tout fait. Ben, celui-là ramasse des données et les envoie à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre-là, ben lui, il peut aussi les packager, les mélanger avec d'autres données, puis les vendre à quelqu'un d'autre. Puis l'autre méthode qui est quand même un peu machiavélique, c'est que sur beaucoup de ces applications-là, les pubs qu'on te montre, c'est un genre de système d'enchères. Fait que là, ça se fait comme en millisecondes. Fait que là, par exemple, l'application dit Sam est à Rimouski, à tel endroit à Rimouski, puis il est en train de jouer à Candy Crush. J'ai besoin d'y montrer une pub. Fait que là, c'est envoyé à toutes sortes de vendeurs de pubs. Puis là, ils disent tout, ben moi, je vais te payer une scène, moi, je vais te payer une scène, moi, je vais te payer une scène et demie. Ah, OK, c'est toi qui l'as. Mais tous les vendeurs ont reçu l'information que Sam joue à Candy Crush à Rimouski. Ben ça, c'est enregistré. Et ça se fait des millions de fois par jour. Comme à chaque fois que tu joues à Candy Crush, ça va donner l'adresse IP, par exemple, où tu étais connecté, ou par exemple, peut-être la géolocalisation ou d'autres données associées à ça. Puis ça, c'est enregistré avec ton identifiant. Et donc, même si tu n'es pas la compagnie, il y a même des compagnies qui ne vendaient pas vraiment de pub, mais qui ils se mettaient sur le marché juste pour pouvoir récolter les demandes de pub et ensuite revendre ces données-là parce que juste ça, c'est payant. C'est fascinant. Mais pour avoir déjà eu accès à ce genre de fichiers-là, parce que dans une autre vie, c'est ça, je travaillais pour des compagnies qui achetaient ces genres de data packages-là. Puis mon travail, c'était de les analyser, puis de faire des conclusions avec ces données-là. Honnêtement, c'est vraiment cool. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. À quel point ça doit être rendu encore plus creepy. Puis je me rappelle qu'à l'époque, ce qu'on se faisait dire, entre autres, là, par les profs, etc., c'était le big data, c'est inquiétant, mais non, pas vraiment, parce que un être humain tout seul pourrait jamais se servir de ces données-là tout seul. Il va falloir que, ça va être inquiétant quand on va avoir l'intelligence artificielle. C'est ce que les profs nous disent à l'université, de pas s'inquiéter du big data, de toute cette collecte-là, parce qu'il y a personne qui peut process adéquatement la quantité massive de données. Puis là, je suis comme, on est rendu avec l'intelligence artificielle. Fait qu'est-ce qu'on s'inquiète maintenant? Ou est-ce qu'il est déjà trop tard? Ben, la capacité de processer cette information-là, elle existe là. Je vous confirme que Excel faisait une très bonne job à l'époque pour process. Ça prenait du temps. Depuis très longtemps. Ça prenait du temps à générer certains graphiques, mais comme il y avait de quoi qui pouvait être fait. Là. Un petit tableau croisé dynamique, ça fait bien des conclusions. Ouais. Mais là, c'est encore comme next level, c'est sûr, mais comme... En tout cas, j'espère que ça... En tout cas, on espère que ça va quand même faire changer les choses. Tu sais, l'Europe a quand même des lois beaucoup plus sévères sur la protection de la vie privée. Le GDPR est en place, puis pourtant, c'est comme tout un pan qui est pas pris en compte comme par la loi, ou en tout cas que les data brokers sont capables de quand même opérer sans ça. Là, ces journalistes-là ont réussi à montrer, regarde, il y a un danger pour l'employé qui travaille dans la centrale nucléaire, pour le général de l'OTAN qui s'en va dormir chez lui, pour, tu sais, il y a des dangers de chantage, en tout cas, les risques sont énormes. Puis ces informations-là sont gratuites. Tu te fais semblant de vouloir des échantillons, mais sinon, tu peux les acheter. Puis, tu sais, un État a les moyens d'acheter ces données-là. Là. Oui, parce que c'est pas très cher non plus. On espère qu'il va y avoir des changements, là, puis qu'on va un peu saluer, parce que comme on sait que ça existe, on sait que ça se fait, mais là, on a comme un exemple un peu plus concret des risques. Là.
Mais ce qui est troublant, puis tu as nommé le RGPD, notamment en Europe, puis c'est une loi qui est partie d'une bonne intention, mais qui en application fonctionne pas tant bien que ça. Notamment les data brokers est un bel exemple d'échec de cette loi-là, à capacité à limiter ou à circonscrire ce problème-là, ou à littéralement légiférer sur l'usage qu'en est fait, parce que c'est dépendant comment on veut le regarder. Et de l'autre côté, puis si on regarde le RGPD, c'est les maudites bannières de cookies. Ben, c'est à cause de cette loi-là que ça existe. Pas la loi le 25. La loi 25 n'exige pas de bannière de cookies. C'est vraiment la RGPD qui a amené ça. On l'a copié ici parce qu'on pensait que c'était ça la solution. C'est pas ça la solution. Donc, puis ça, ils se sont rendus compte de l'échec, puis ils sont en train de réviser cet élément-là. Fait que c'est un faux problème, puis c'est devenu des dark patterns, puis tout ce que c'est ça. Fait que c'est pas vrai que cette loi-là a été capable de limiter ce problème-là. Puis on a aux États-Unis, il y a eu un petit débat moral sur est-ce que les forces de l'ordre ont le droit de consommer les data brokers dans leurs enquêtes. Sur le concept, là, les protections qui sont fournies par la Constitution américaine, notamment par des fouilles invasives et ainsi de suite. À quel moment l'accès au data broker devient une fouille invasive ou pas, et comment les forces de l'ordre peuvent le faire à ce moment-là. Et là, on embarque dans tout le pre-con, donc le fait, comme on mentionnait, la jeune fille qui s'est faite targeter par une chose de jeune maman. Le fait, c'est que maintenant, on est tous targetés à la microseconde, justement, comme tu disais, Sam disait à Rimouski, tu joues à Canucoche, tu vas avoir une pub qui est justement faite pour toi. Puis ce sera pas un kit de nouvelle maman que tu vas recevoir, mais ça va être un kit de genre papa en devenir, puis tu sais même pas. Donc, puis tu vas apprendre par la pub que tu vas devenir un futur papa de quelque chose. Tu sais, c'est cet univers-là, et à quel point on bascule, puis c'est du pre-con au sens où on a vu dans certains films, on pourrait prédire des crimes. Puis là, on embarque dans un univers qui est obscur. Puis là, c'est juste le fait de dire, OK, les générales de temps sont ciblés. Fine. On l'est tous ciblés à certains points. Puis même à certains points, il y a des gardes du corps qu'on voyait les runs sur Strava qui étaient c'est même plus facile. T'as même pas besoin de temps au corps. Strava te donnait exactement la run de course de la base militaire cachée américaine au Moyen-Orient. On est vraiment dans un drôle de monde, puis ça va nous exploser en pleine face plus tôt que tard, à mon avis. Là. Tu parlais est-ce que les forces de l'ordre peuvent utiliser les data brokers, mais les services d'immigration les utilisent à la planche en ce moment-là. ICE, puis ce que j'ai dit aux États-Unis, il y a eu un petit, avant Trump, il y a eu un petit débat moral. Maintenant, il n'y a plus de débat moral, c'est fini. Là. Ils ont investi sur la technologie. Mais quand on parle de données puis de data broker, une des meilleures pièces de médias à ce sujet, selon moi, c'est un épisode pendant la saison 9 de John Oliver sur les data brokers spécifiquement. C'est absolument fascinant. Il explique, je sais que je le mentionne tout le temps, mais c'est passionnant parce que justement, il explique vraiment en détail, mais d'une façon qui est comme super accessible, comment ça fonctionne un cookie, comment ça peut être misutilisé, tous ces cas-là. Puis à la fin, il essaie de faire changer la loi en essentiellement faisant du blackmailing à des agents de gouvernement américains. La façon qu'il fait, c'est qu'il achète des données de gens qui travaillent à peu près proche d'un building gouvernemental. Puis il crée un genre de faux site avec une publicité en targetant des messieurs âgés de 45 ans et plus, essentiellement. Puis avec ces points de données, éventuellement, il a réussi à désanonymiser plusieurs choses. Puis le problème, c'est qu'une fois que la personne cliquait sur la pub, il se retrouvait sur le site web que lui avait créé. Puis il téléchargeait plein d'autres cookies. Puis là, il pouvait aller chercher vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Puis le genre de pub qu'il avait fait, c'était des pubs en mode... il y avait une fanfiction impliquant deux messieurs dans le gouvernement. C'est un peu comme broadly, comme publicité. Fait qu'il y a des gens au gouvernement qui ont cliqué sur cette fanfiction-là. Puis il y avait des trucs pour supporter dans un divorce. Un peu, tu sais, des trucs que peut-être que tu veux pas sur le public. Puis la fin de cette émission-là, c'est lui qui tient une enveloppe avec j'ai vos informations personnelles. Vous allez peut-être vous reconnaître. Puis il me semble que je devrais pas avoir accès à ça. Puis peut-être qu'il devrait avoir des lois. J'adore cette émission-là. C'est quand même basé de justement, tu sais, comme là, l'article essaie de faire peur en disant, hey, j'aurais des informations militaires. Mais la stratégie de juste faire, toi, monsieur du gouvernement, qui a cliqué une pub que t'aurais peut-être pas dû cliquer,
j'ai tes informations privées puis je sais ce que tu fais sur Internet, peut-être que je devrais pas. C'était intéressant aussi comme angle d'attaque pour faire passer des projets de loi. J'appréciais vraiment beaucoup ça. Puis peut-être que c'est ça la solution. Peut-être qu'il faut combattre le feu par le feu. Peut-être qu'il faut weaponize. Et malheureusement, je suis pas en désaccord avec cette approche-là. Puis là, au-delà des générales de l'OTAN, parce qu'ils n'ont pas tant de pouvoir politique que ça, ils n'ont pas tant de levier. Ils font les que projets ça. de loi. Si tous les politiciens étaient essentiellement doxés, en quelque sorte, là, c'est un peu ça que ça revient à faire, là, indirectement. D'être capable de savoir leur rythme de vie, ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, puis ça va loin de ce qu'on est capable de ramasser. On aurait peut-être malheureusement créé une frousse suffisante pour qu'il y ait des lois enfin sur les détenteurs bancaires, parce que même loi 25, ça ne couvre pas les détenteurs bancaires correctement. RGPD, ça le couvre clairement pas. Puis aux États-Unis, on oublie, c'est le Far West, là, c'est bien beau, à part la Californie, d'avoir une loi qui est moindrement contraignante. Il n'y a absolument rien là-bas qui nous empêche, qui empêche les compagnies d'exister. Puis il faut enlever aussi le mythe. On en a des détenteurs bancaires au Québec, il y a déjà des reportages là-dessus. Il y a des détenteurs bancaires au Canada, il y en a partout dans le monde. C'est un marché. Il y a beaucoup d'argent à faire avec ça et ils font le plus qu'ils peuvent pour le ramasser. Fait que c'est complètement fou, là. Oui, puis c'est pas vendu juste à des compagnies légitimement, c'est vendu à des cybercriminels, etc. Puis il y a un précédent sur le cas que j'ai mentionné, parce que Blockbuster, à l'époque, n'importe qui aurait pu se pointer à ton Blockbuster local puis demander la liste complète de films que tu avais loués. Puis éventuellement, il y a un journaliste qui s'est fait dire je vais aller voir ce que X personnes au gouvernement loue comme film. Puis ça n'a pas été très long qu'il y a des lois qui sont passées par rapport à le fait que le commerçant ne pouvait pas juste vendre la liste comme ça. Fait qu'il y a des précédents. Ça peut être une stratégie intéressante. C'est comme Ashley Madison, là, tu sais, il y a des gens au gouvernement qui consomment des choses qu'on ne voudrait pas publiquement savoir, là, dans ce genre-là. On dit ça comme ça, chère audience, si vous avez des idées. On dit ça, mais on dit rien, hein. Bref, Sam, as-tu d'autres choses à mentionner sur ce sujet-là avant qu'on aille à notre dernier sujet? Non. On a fait le tour. On n'a pas fait le tour, on pourra en parler pendant 14 heures encore. C'est vrai, mais pour là. C'est assez, ça m'est allé. La chose que je me dis, c'est que un jour, on va avoir notre cybercitoyen Polysécure bingo game, là, où que les gens prennent une shot puis ça va être quand Catherine mentionne John Oliver, ça va être comme une shot d'un shooter. Tu sais, on a vraiment d'autres, là. Je l'aime d'abord. Puis tu sais, genre, on fait un appel à tous, sortez-nous un bingo game de ce qu'on fait, puis ça serait vraiment excellent, puisqu'on a tous nos marottes, fait que c'est sûr qu'on sort toujours à peu près, on revient toujours à peu près sur des mêmes éléments, peu importe ce qu'on aborde, là. C'est ça. Moi, si je parle des cyberpartisans de Biélorussie, c'est 2. L'invitation est lancée pour ceux que ça intéresserait de nous produire un tel bingo game, puis justement, ben, ça pourrait devenir excessivement drôle là, de choses, mais bref, changeons de sujet avant de s'étouffer. Dernière nouvelle, extorsion de restaurants par la mise en œuvre de mauvaises notations sur des différents sites de notation, des choses notamment Google, Yelp et ainsi de suite. Et ça sert d'extorsion puisqu'il y a des gens qui ont trouvé une façon de monétiser ces éléments-là à leur avantage. Fait que Catherine, je vais te laisser nous en parler. Oui, mais c'est pas un stratagème qui est nouveau, là. À l'époque, Yelp avait eu ça, même genre d'enjeu-là. Il avait créé des trucs pour justement bloquer ce genre de stratagème-là. Mais ces mêmes protections-là, elles n'existent pas en ce moment sur les avis Google. Le principe est relativement simple. Du jour au lendemain, un petit commerçant de quartier commence à être inondé de commentaires 1 étoile. Les commentaires ont généralement pas rapport. C'est un resto de pizza, puis la personne te dit que son burger était mouillé et dégueulasse alors qu'il n'y a pas de burger sur le menu. Là, c'est clairement, puis je me rappelle dans l'article qui a été publié là, à TV Nouvelles, il y a quand même des commentaires qui sont redondants d'un commerce à l'autre. Là. Fait que il n'y a pas tant une imagination au niveau de ça. Il y a une banque de commentaires puis ils arrivent tout en même temps.
Et parmi cette vague de commentaires-là, il y a un commentaire, un petit avis qui dit « Hey, moi, je suis un expert pour retirer ce genre d'avis-là. Écris-moi. » avec un petit lien WhatsApp tout normal, tout honnête. Dans ce cas-ci, les journalistes avaient pris le temps de contacter les arnaqueurs pour voir. Puis c'est comme « Hey, allô, genre WhatsApp, genre comment est-ce que j'enlève les reviews? » Puis la personne est comme ouais, je peux les enlever, il y en a combien en ce moment que tu veux que j'enlève? Puis le prix, genre OK, combien tu veux? La personne demande 200 $. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y a un stratagème où est-ce que s'il n'y a pas de réponse, il y a une petite vague de plus qui est envoyée au cas où, tu sais, si t'es pas certain, on peut en renvoyer un peu plus. Puis ça semble être une situation qui est très répandue. Donc rapidement, la journaliste là, qui s'occupait de ça avait trouvé plusieurs commerçants très proches géolocalisés qui avaient reçu exactement le même genre d'attaque. Les prix variaient, toujours relativement accessibles. J'imagine que l'intention, c'est de faire du volume plus que comme des gros montants uniques. On se doute que s'ils le font, c'est probablement que les commerçants sont tentés de juste en payer ça. On sait que pour beaucoup de commerçants, ces revues-là, c'est important. Souvent, c'est la première chose que les gens vont trouver. Hein. Ils vont vouloir aller au restaurant. Puis comme c'est la première chose que tu vois dans Google, c'est le Google Review avec le lien pour se rendre au restaurant. Fait que c'est quand même quelque chose qui peut avoir un impact très négatif. Puis l'affaire, c'est que Google te permet pas de retirer les avis ou de les contester très facilement. Le processus est très, très lourd. Donc, tu sais, en cas d'urgence, le commerçant est probablement souvent tenté plus souvent qu'autrement, du moins que d'envoyer le 100 $ puis de comme revenir à son niveau d'étoile habituel plutôt que de se faire tanker comme ça dans les Google Reviews. Je sais pas si ça compte nécessairement comme une cyber-attaque plus qu'un processus de fraude, mais définitivement, c'est quelque chose que je trouve très triste pour les commerçants. Puis pour moi, ça me dit qu'il y a clairement une faille au niveau de Google de justement pas permettre de gérer ce genre de truc-là. Puis là, dans ce cas-ci, c'est un processus de fraude typique, mais on a déjà vu du review bombing coordonné par des gens qui étaient fâchés, qui allaient inonder là, un commerçant parce que, je sais pas, un employé avait dit quelque chose de pas apprécié par une communauté, puis boum, la review était tankée. Avec un impact potentiellement à long terme, ou des compétiteurs qui pourraient potentiellement weaponiser ça. Fait que tu sais, c'est quand même quelque chose que je suis un peu comme voir que comme on le sait que c'est possible d'avoir des mesures de protection parce que les autres sites d'avis les ont mis en place. Fait que pourquoi est-ce que comme sur Google c'est pas possible? Ouais, c'est assez troublant, puis c'est un peu ce qui est achalant de ces sites-là. C'est justement de donner la capacité à des gens adverses d'agir de façon avec un poids démesuré. Parce que, tu sais, on se rappelle du temps pré-Internet. Si on n'était pas satisfait du commerce, on pouvait chialer, on avait une capacité, on avait un recours, mais qui était limité à l'impact réel qu'on avait subi du dit commerce. Si mon hamburger est mouillé, tu sais, bon, j'ai eu une mauvaise journée, le chef était pas bon, tu t'es plaint, t'as pas donné de pourboire, t'as refusé, t'as engueulé le monde sur place, t'es parti. Fin de l'histoire, il y a pas de suite à ça plus que ça. Si on parle à 2-3 amis qui n'iront pas au dit restaurant parce que tes 2-3 amis-là vont t'avoir écouté. Puis un commentaire négatif a beaucoup plus de portée dans ton entourage immédiat qu'un commentaire positif. Là. Ça, c'est des choses qui sont assez de base, ces éléments-là. Sauf que sur Internet, la portée n'est pas la même. Puis là, ça devient facile, si tu es fâché, de créer des dommages permanents à des gens qui ont connu une mauvaise journée. Là, parce que maintenant, on est des humains. Là, ça se peut que le chef soit pas de bonne humeur cette journée-là, il y a une mauvaise nuit, peu importe ce qui arrive, puis il t'a fait un mauvais burger. Ça arrive. C'est pas, mais le mauvais burger d'une journée n'est pas le fait que le restaurant est pourri pour toujours. Par contre, là, si tu as du hoarding, puis là, les gens viennent à crasher la chose, ben là, c'est un peu plus. C'est du weaponize de moyens qui, normalement, devraient servir à tranquillement, si le restaurant est vraiment pas bon, mais je pense la chose à patate puis vraiment, tu tombes malade à chaque fois que tu vas manger là, ben effectivement, tranquillement, il faudrait que ça sache. Puis peut-être un peu plus efficace que ce que les autorités sanitaires peuvent faire, parce qu'on a quand même des capacités limitées. Cette façon de crowdsourcer, cette façon-là, il ne faut pas que tu pollues ton crowdsourcing en même temps. Tu sais, c'est ça qui
qui m'acharne. Puis, tu sais, je suis comme les autres, j'aime ça regarder les critiques d'un restaurant, voir comment si tu ça, parce que tu connais pas. Là. Puis on n'est pas dans un univers où c'est, tout le monde autour de moi a vu tous les restaurants où je vais aller ou machin. Mais tu sais, là, si je sais, en sachant que c'est pollué, ben moi, ça perd de la valeur, mais fois 1000. Là. C'est sûr que comme c'est toujours un peu l'enjeu avec le crowdsourcing comme ça, c'est qu'il y a généralement moins de contrôle, mais pour moi, c'est définitivement si vous êtes un petit commerçant puis que vous paniquez pas, éventuellement, il y a des façons de faire un appeal. Puis tu sais, la plupart des gens font pas juste regarder l'étoile, ils vont lire les commentaires. À un certain point, si les commentaires ont aucun rapport. Tu sais, on peut. Puis ça, c'est un des autres trucs, justement, c'est pour les commerçants, payez pas ce genre de demande. Payez pas la rançon. Faites des demandes de régulation, même si ça prend du temps. Puis, il y a une des possibilités pour le commerçant de répondre individuellement à chacun des commentaires. Ça se fait de répondre, je suis présentement sous une attaque de faux avis. Veuillez ignorer celui-ci en particulier. T'sais. Ça se fait. Là. Fait que, il y a d'autres méthodes qu'on peut faire sans... Parce que si on paye, on fait juste nourrir le problème. Si on paie ces demandes-là, on prouve aux fraudeurs que c'est payant. Puis, on fait juste éventuellement s'exposer à plus. C'est qu'est-ce qui nous dit qu'il arrête là? Reconnu la semaine d'après, là. Oui, c'est ça, tu sais. Ouais, puis ça a prouvé que ça fonctionne sur les rançons logicielles, notamment le fait de ne pas payer, puisqu'en 2025, il y a une réduction des montants totaux qui sont payés justement à ces éléments-là, à ces groupes-là, de par le fait qu'il y a de plus en plus de compagnies qui ne veulent pas payer, qui ont des capacités de se remettre de ces attaques-là, ou sont capables de vivre avec le fait que les données ont été perdues. Donc, ils sont de moins en moins tentés de payer. C'est une très bonne chose. Puis dans certains cas, il y a des législations qui empêchent de payer ou qui limitent ce genre de choses-là. Fait que ça a des effets réels. C'est vrai que sur le coup, c'est peut-être un peu inconfortable quand on est ciblé, mais le réel, c'est que sur le long terme, pour tout le monde, c'est mieux de pas payer. Puis cela a été démontré. Là. C'est en train d'être démontré avec les ransomware jusqu'à temps qu'ils changent de tactique puis qu'ils fassent autre chose. Mais pour le moment, leur stratégie actuelle est en train de perdre de la capacité monétaire. Donc, ils vont devoir réinnover. Puis c'est là où c'est plate. C'est des commerçants, eux autres aussi. C'est des businessmen, sont là pour faire de l'argent. Ils vont innover, puis ils vont aller ailleurs. Donc, on va voir. Ce qui fait que pour les défendeurs, ben, on va devoir surveiller ce qui s'en vient pour changer nos méthodes et s'assurer qu'on est capable de continuer à les contrer comme on a été capable de les contrer jusqu'à présent. Job security, yeah! Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. on en a pour longtemps du travail parce que les parties adverses sont très imaginatives et clairement, nous ne le sommes pas suffisamment pour les anticiper. Donc, on continue à faire ce genre de choses-là. Puis je trouve ça un peu malheureux, ce manque d'anticipation-là, jusqu'à un certain point, parce que il me semble que on serait capable de régler des problèmes parce qu'on l'a vu dans le monde réel, la réduction de criminalité se fait, ça existe, il y a des moyens, soit par des moyens de filets sociaux, soit par de répression, par de travail social, par de réinsertion. Il y a plein de stratégies qui existent, qui ont fait leurs preuves à travers le monde. Fait que ça, on est capable. Mais dans le crime, le cybercrime, il me semble qu'on serait temps de remettre des éléments, retirer certains incitatifs, bloquer certains pays, mettre de la répression et des éléments comme ça qu'on pourrait s'inspirer du monde réel pour faire ça, puis arrêter de réinventer nos affaires en cyber, puis penser qu'on a révolutionné le monde parce qu'on a réinventé nos choses. Bref. On voit que Sam est atteint son point de dodo. Il vient de bailler. This is the time. Donc, j'avais coupé mon micro, puis on n'a pas de vidéo, fait que personne ne le savait, mais merci Catherine. Ben moi, je diffuse de vidéos, fait que ça va. Fait qu'il va y avoir des preuves de ça. Pas côté cybercitoyen, mais côté Polysécure, il y a des preuves qu'il a baillé. On va arrêter là. De toute façon, je suis en train de ranter sur des affaires, fait que je pense que c'est le temps. C'est un bon signal que c'est le temps que j'arrête aussi. On garde ça pour le prochain épisode. Merci. Ouais, de toute façon, oui, puis tout à fait. On a plein d'autres sujets. De toute façon, on n'a pas terminé de vider ces sujets-là. Je réitère le fait du bingo Polysécure cybercitoyen.
Ça serait le fun que quelqu'un nous arrive avec ça. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va être capable d'être ultra efficace puis qui a déjà repéré nos marottes respectives et capable de... C'est quoi nos mots fétiches qu'on utilise. Fait que ça serait très, très drôle. Ça serait encore plus drôle, ça arrive avant Noël. Juste comme ça, on va mettre un défi. Qu'on ait quelque chose pour célébrer les fêtes et en écoutant ce qu'on nous dit. Merci à vous deux, c'est toujours aussi drôle. Là, clairement, on finit avec une note très drôle. Fait que, bref, on se dit à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.